ZAN. Derrière ces 3 petites lettres en apparence innocentes se cache peut-être l'un des plus grands défis pour nos villes et nos villages, le zéro artificialisation net. Et si vous voulez comprendre pourquoi, eh bien ne bougez pas. Je vous emmène dans un voyage en zizanie, notez le jeu de mots, et on embarque tout de suite, juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où l'on va parler, vous l'avez compris, de ce fameux ZAN qui est sur toutes les lèvres depuis 1 an ou 2. On va essayer de comprendre ensemble ce que c'est, pourquoi ça a émergé, les questions presque philosophiques que ça pose, mais aussi les craintes et les inquiétudes que ça suscite. Il faut savoir que le 14 décembre dernier, c'est-à-dire quasiment hier à l'heure où j'écris ces lignes, une proposition de loi était déposée au Sénat visant à moduler l'application de ce fameux ZAN. Une proposition de loi qui témoignait très explicitement des inquiétudes des élus locaux, notamment dans les communes rurales et les petites villes, et qui montre bien que le sujet, même s'il est déjà censé être en application, est loin, mais alors très loin d'être figé. Pour évoquer du ZAN qui est, l'air de rien, est peut-être la plus grande préoccupation de nos élus locaux dans notre pays en ce moment. Mais du coup, vous allez me dire, si le ZAN soulève autant d'inquiétudes et de levée de bouclier, c'est que ça doit être un truc super clivant. Eh bien, paradoxalement, pas du tout. En fait, au contraire, tout le monde est à peu près d'accord sur le constat comme sur le principe et les intentions de la loi. C'est vraiment au niveau de la mise en œuvre que ça coince. Pour rappel, l'artificialisation des sols se définit comme la transformation d'un sol naturel, agricole ou forestier, au profit d'activités humaines qui peuvent entraîner, je cite, l'imperméabilisation totale ou partielle de ces sols. Plus précisément, selon le Code de l'urbanisme en 2021, l'artificialisation désigne l'altération durable des fonctions écologiques d'un sol, par son occupation ou par son usage, et c'est sur ce point que le ZAN pose le plus de questions. Pour le dire grossièrement, l'artificialisation, c'est donc quand on bétonne des terres naturelles, avec tout ce que ça implique comme conséquences dramatiques, et principalement la disparition de la biodiversité, l'augmentation du risque d'inondation, et puis le réchauffement climatique, puisque par définition, un sol artificialisé n'absorbe plus de CO2. Ah, combien de terriers ou de nids ont été détruits aujourd'hui, chouette? Une demi-douzaine de terriers en cours d'aménagement, 3 trous d'écureuil complètement équipés. Et vous comprendrez aisément pourquoi c'est le fléau de ces dernières décennies. On a artificialisé à tout va en construisant des villes et des villages, des routes et des autoroutes, des aéroports et des gares, et puis des zones d'activité qui s'étendent à perte de vue et qu'on appelle parfois un peu maladroitement la France moche. Des villes et villages de France pollués par les panneaux publicitaires se sont fait les lauréats d'un prix, les prix de la France moche. Vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre qui ressort très souvent. Chaque année en France, on artificialise entre 20 000 et 30 000 hectares de terre. Ça correspond à 2 à 3 fois la taille de Paris et tous les 10 ans, ça fait l'équivalent d'un département. Et c'est complètement maboule quand on y pense. En France, on est autour de 47 km² de terre artificialisée pour 100 000 habitants. En Allemagne, on est à 40, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, on est aux alentours de 30. Donc on voit qu'on a une dynamique d'artificialisation en France qui est rapide et qu'on est beaucoup plus artificialisé en moyenne que d'autres pays européens. Alors on pourrait rétorquer que oui, mais la population augmente et il faut bien loger tous ces humains qui arrivent ou qui naissent. Sauf que, je suis désolé de vous le dire, mais on artificialise 4 fois plus vite que l'augmentation de la population. Ce qui montre bien qu'il y a un problème intrinsèque à la manière dont on aménage nos territoires et aussi dans nos modes de vie. Et c'est en réponse à ce constat, partagé par tous, que le principe du ZAN est né. D'abord préconisé en 2018 dans le cadre du plan biodiversité du ministère de la Transition écologique, repris ensuite par la Convention citoyenne pour le climat en 2020, avant d'être finalement inscrit dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Mais alors, que nous dit exactement ce ZAN ? Eh bien qu'il va falloir atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050, c'est-à-dire qu'à cette date, on ne pourra plus artificialiser un seul centimètre carré de plus que ce qui a déjà été artificialisé. Enfin, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, on pourra artificialiser à un endroit si en compensation, on désartificialise, on renature par exemple à un autre endroit. De manière à ce que la somme entre ce qui a été artificialisé et ce qui a été désartificialisé soit effectivement nulle. C'est ça que veut dire le terme net dans zéro artificialisation nette. Pour cela, on va re-questionner les besoins du territoire et chercher à y répondre en priorité en intensifiant les usages des bâtiments existants. Ensuite, on va chercher à mieux cibler l'artificialisation sur les sols les moins précieux et on va construire plus dense. Et enfin, on va renaturer pour regagner des fonctions écosystémiques là où elles manquent, dans une optique d'adaptation au changement climatique, de résilience et de qualité de vie. Comme je vous le disais, tout le monde est à peu près d'accord pour formuler ce constat. On a trop bétonné, il faut arrêter de déconner. Sauf que c'est au niveau de la mise en œuvre que ça coince, au niveau de l'application dans les documents d'urbanisme, et notamment pas mal de reproches qui sont soulevés et que je vais essayer rapidement de vous résumer ici.
Il faut savoir que seuls 20% des collectivités sont responsables de 82% de la consommation d'espace, ce qui montre bien qu'il y a une profonde inégalité en matière d'artificialisation. Et ça pose question puisque la loi actuelle préconise d'atteindre un premier palier à l'horizon 2030, qui impliquerait de diviser par 2 la consommation d'espace par rapport à la décennie précédente. Mais sauf que ça veut dire que les bons élèves, ceux qui ont très peu artificialisé entre 2011 et 2021, se retrouveraient en quelque sorte lésés, puisqu'ils devraient diviser par 2 un espace qu'ils ont très peu consommé. A l'inverse, les mauvais élèves, ceux qui ont beaucoup consommé d'espace, s'ils divisent par 2, ils ont encore une énorme enveloppe, un énorme crédit d'artificialisation. Et ça soulève pas mal de boucliers. Joli béton, tourneboule. Merci Bob. C'est pour ça que dans la proposition de loi qui a été déposée au Sénat en décembre dernier, il y a par exemple cette idée d'avoir un droit d'1 hectare à artificialiser, notamment pour les petites communes qui ne sont pas censées y avoir droit, mais qui peuvent quand même avoir besoin de se développer. De la même façon, il y a une idée qui est assez importante de distinguer ce qui relève des projets d'intérêt national ou européen des projets des collectivités, de manière à ce qu'une collectivité ne soit pas lésée si jamais un grand projet d'envergure nationale a été installé sans qu'elle ait vraiment son mot à dire. Bref, c'est beaucoup de choses très réglementaires, j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce qu'après ça parle de SRADET et de SDRIF et franchement vous n'avez pas envie de parler de tout ça, mais je vous mets un super lien vers le dossier de la Gazette des communes dans la barre d'infos, vous verrez c'est ultra complet. Mais au-delà de ces questions très bureaucratiques qui peuvent être un peu roboratives, je vous le concède, j'aimerais revenir en guise de conclusion sur les fondements un peu plus profonds que révèle le ZAN. En réalité, on est face là à un changement de paradigme. On a acté qu'on était allé trop loin, qu'on avait franchi le point de non-retour et qu'il fallait désormais revenir en arrière, tant bien que mal. On va parler de renaturation, de désartificialisation, de désimperméabilisation, plus généralement de réparer la nature. En gros, de réparer les erreurs du passé. J'ai l'impression qu'on est malheureusement encore un peu trop gouverné par cette idée qu'il faut pouvoir continuer à se développer quoi qu'il en coûte. Même quand on n'en a pas besoin, même quand on n'en a pas les moyens. Et c'est d'ailleurs ce que retranscrit cette idée de compensation. On aura le droit d'artificialiser si en échange on désartificialise. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et il va parfois falloir des années, voire des décennies pour qu'un sol retrouve ses pleines fonctions écologiques. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, j'aurais peut-être préféré un peu de radicalité, d'aller un peu plus loin que le ZAN en visant un objectif plus ambitieux à l'horizon 2050. Jamy, regarde comme c'est joli, un ver qui rampe vers la liberté. Mais comme d'habitude, ça n'est que mon avis et je vous invite à laisser le vôtre dans les commentaires, qui est justement prévu pour être un espace de discussion et de débat autour de ces sujets foisonnants. Avant de vous laisser, j'aimerais quand même vous recommander la lecture de l'ouvrage qui m'a inspiré le pré-générique de cette vidéo. Voyage en zizanie, maintenant vous comprenez le titre, publié par le bureau d'études CityLinked, qui est passionnant et qui m'a inspiré toute l'écriture de cette vidéo. Vous pouvez sinon, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de la partager sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve dans moins d'un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville et d'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup. Je coule du